Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors la semaine dernière j'avais pas pu mettre la table des matières, donc cette semaine-ci elle devrait y être. J'avais pas eu le temps la semaine dernière, donc vous pourrez aller directement vers les sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, petit changement au niveau des Texama Show. Une chose que je n'aimais pas, c'est qu'ils étaient un petit peu trop hardware, donc genre vraiment pièces de PC. Donc là on va avoir beaucoup de sujets assez variés. Notamment, on va avoir un moment où on va parler plus téléphone, ça sera un peu après. Un moment, on va parler évidemment hardware, parce que ça, on en parle. Et puis, juste des trucs technologie cool et des trucs moins cool, comme la première news ici, qui concerne Irma. Je pense que vous avez dû tous le voir. Irma, certainement l'un des ouragans les plus puissants qui n'a jamais été au-dessus du golfe du Mexique. Et y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai pris cette news-là en particulier, mais il y a tellement de choses à dire. Déjà, j'aimerais exprimer mes pensées à tous ceux qui habitent ou qui ont de la famille qui habite en Guadeloupe ou à Saint-Martin ou même n'importe quelles îles qui sont sur le chemin d'Irma, mais aussi à ceux qui justement ont de la famille aussi sur des îles qui sont sur le chemin de José, qui est un autre ouragan qui arrive juste après. C'est n'importe quoi. C'est genre dans le bassin dans le golfe du Mexique ces derniers temps, il y a juste eu le Mexique a eu un tremblement de terre de 8.0, 8.4 selon eux. Il y a eu un ouragan aussi qui a frappé, ou qui va frapper normalement la côte du Mexique, là où il y a eu le tremblement de terre dans pas longtemps. Il y a eu Harvey, Harvey il me semble que c'était, oui, qui a frappé le Texas. Et maintenant, ça s'enchaîne, quoi. C'est assez abusé, franchement. Donc il y a pas mal, évidemment, de news qui concernent ça, que ce soit des news malheureuses, des news heureuses, des gens qui ont pu être sauvés ou autre chose, mais aussi des choses qui concernent un petit peu la technologie. Je pense notamment, un truc très intéressant, c'était les modèles. Vous savez, les modèles, c'est ces choses qui calculent le chemin que va parcourir un ouragan. Et j'avais vu un truc très intéressant, c'était que le modèle européen, donc c'est un modèle qui est développé par l'Europe, arrivait à mieux prédire le chemin de l'ouragan par exemple d'Harvey que par exemple les modèles américains. Ça c'était assez intéressant parce que tu te dis c'est quand même le pays qui est habitué d'être frappé par des ouragans qui devrait être genre savoir où est-ce qu'ils vont aller et pas genre le continent où on n'a jamais d'ouragan qui sait mieux que celui qui en a tout le temps. Mais bon bref, c'était quand même assez intéressant niveau science et tout ça, et ça c'est quelque chose qui nous concerne directement. Je pense notamment quand vous avez des nouveaux GPU qui sortent de chez Nvidia ou AMD, ce genre de GPU peuvent vraiment accélérer les supercomputers qui permettent de calculer ce genre de modèle à l'avance. Donc, un exemple de la technologie qui nous aide, parce que si on sait où un ouragan va à peu près passer, on sait évacuer les zones à l'avance. Et ça, c'est quand même assez important. Donc là, il va pas tarder à tuer, oui, on pourrait dire limite ça, mais bon, il va pas tarder à toucher la pointe sud de la Floride. Donc normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, il devrait passer au-dessus de la Floride. En réalité, il me semble, il devrait commencer. Il est assez lent, l'ouragan Irma est très lent, mais il est très impressionnant. J'avais vu par exemple une image qui montrait que la pression en dessous de Irma est tellement importante que l'eau se fait aspirer. C'est-à-dire que l'eau est plus haute en dessous du Irma et l'eau aux alentours de Irma elle se fait retirer, quoi. Donc notamment il y avait des images d'îles qui ont été épargnées par Irma où l'eau s'est retirée comme s'il y avait un tsunami qui arrivait. Au point même qu'il y a des gens qui ont cru qu'un tsunami arrivait, parce que si vous devez le savoir, quand l'eau se retire, c'est parce que bien souvent il y a un tsunami qui arrive, parce que avant qu'un tsunami arrive, ça fait en quelque sorte, ça reprend l'eau et puis ça la renvoie d'un coup. Donc c'est assez impressionnant. Il y a pas mal de choses très impressionnantes avec cet ouragan. Une chose est sûre, c'est que le réchauffement climatique aide énormément là-dedans. Ce n'est pas la cause de l'ouragan, mais c'est clairement la cause de la force de l'ouragan, ou en tout cas une augmentation de cette force. Et c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus malheureusement, et ça c'est quelque chose que il va falloir prendre de plus en plus de mesures. Je pense notamment aux États-Unis, il y a encore une bonne partie des États-Unis qui ne croient pas trop au réchauffement climatique, et qu'il y a même des gens au Texas qui croyaient que l'ouragan Harvey avait touché le Texas parce que ils ont autorisé le mariage gay. Donc oui, c'est à ce point-là. Donc quelle est la vraie cause? Le mariage gay ou le réchauffement climatique, le fait que je pollue totalement la Terre? Je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte.
le réchauffement climatique, c'est pas juste un réchauffement de la température, c'est surtout une augmentation des phénomènes extrêmes. Et ça, c'est souvent aussi causé par l'augmentation de la température, parce que vous dites, oh, 1 degré en plus. Il y a des gens qui sont en mode, oh, 1 degré en plus, c'est pas grave, oh, il fera un petit peu plus chaud, c'est peut-être pas plus mal. 1 degré en plus, j'avais vu un chiffre très intéressant au niveau des ouragans. Le problème, c'est plus il fait chaud, plus l'air peut emmagasiner d'humidité. Donc c'est pour ça que dans les pays tropicaux, il y a énormément d'humidité. C'est pour ça qu'en hiver, il fait très sec. Du coup, le problème, c'est s'il fait même 1 degré plus chaud, eh ben, l'air peut emmagasiner beaucoup plus d'humidité. Et si elle a plus d'humidité, l'ouragan a beaucoup plus de puissance et aussi reste puissant plus longtemps. Et ça, c'est très important à retenir. Donc ouais, il y a énormément, évidemment, de phénomènes dus au réchauffement climatique qui en découlent, qui sont même causés. Et il y a aussi une augmentation de ces événements, notamment les ouragans. Bon, évidemment, le réchauffement climatique, par contre, n'a rien à voir avec les tremblements de terre. Ça, je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord là-dessus. Donc, ouais, en espérant que ça ouvre un peu plus les yeux aux États-Unis sur ce genre de... après cet événement, sur justement le réchauffement climatique, et qu'ils se rendent compte vraiment que ça va être de pire en pire si ça continue. Et des États comme la Floride, qui, je vous rappelle, la Floride est très peu élevée par rapport au niveau de l'océan. Ça veut dire que la plupart de la Floride, si même l'océan augmentait de 10 mètres, la plupart de la Floride serait sous l'eau. Donc ça, c'est très important à préciser. Enfin bref, donc voilà, j'espère vraiment que ceux qui ont de la famille, par exemple, comme j'avais dit à Guadeloupe ou à Saint-Martin, que tout va bien pour vous, et je pense à vous, je pense aussi aux gens qui habitent justement en Floride et tout ça, parce que c'est quand même un assez grand événement. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent donner, je vous rappelle qu'il y a des associations genre la Croix-Rouge, ou même des associations qui aident pour ce genre de choses. Alors, on va passer à une news un petit peu plus joyeuse, même si c'est pas vraiment joyeux. Bon, il y a SpaceX qui a lancé une nouvelle fusée. Donc ils l'ont lancé juste avant justement l'arrivée de Irma. Bon, c'était pas vraiment prévu autre chose, ils devaient juste la lancer à ce moment-là. Ce qui est très intéressant par rapport à ce lancement de fusée, d'abord, c'est que la fusée, donc la Falcon 9 a réatterri, enfin le premier stage a réatterri sur Terre, donc il y a des magnifiques images que vous pourrez trouver sur la vidéo ici. Et aussi qu'ils ont lancé un avion, c'est un avion un petit peu espion, enfin on ne sait pas exactement ce que c'est parce que c'est gardé secret, mais c'est un avion qui est fait par l'Air Force aux États-Unis. C'est un avion en quelque sorte secret. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis l'image, mais c'est une sorte de... C'est vraiment, vous prenez une navette spatiale et vous le mettez en miniature. C'est vraiment ça. Donc on ne sait pas exactement ce que ça fait. Eux ils disent que c'est des expériences. Genre, oh c'est des expériences sociales. Mettez un pouce bleu. Non, c'est... Il y a de fortes chances que ce soit plutôt genre espion ou autre chose. Quand on y pense, c'est peut-être pas plus con parce que imaginez avoir une petite navette qui peut voler à assez basse altitude, donc à basse orbite, qui pourrait prendre des très bonnes images et que vous pouvez faire réatterrir souvent pour peut-être améliorer, mettre des nouveaux capteurs ou autre chose. Il y a de fortes chances aussi qu'ils font des expériences, ça c'est sûr, mais je pense que le but principal de cette mini-navette, c'est clairement un petit peu l'espionnage. Donc c'est le XB-37B, on le voit ici, qui est plutôt... il fait grand, mais quand vous voyez quelqu'un à côté, en fait, il n'est pas très grand. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. C'est vraiment une mini-navette. Et il peut réatterrir de lui-même sur Terre et tout ça. Il a déjà fait plusieurs fois, en fait. Et avant, ils étaient lancés d'ailleurs par, je ne sais plus le nom de cette société, c'est une société qui normalement fait beaucoup de lancements pour Air Force. C'est juste que maintenant l'Air Force commence à utiliser SpaceX parce que SpaceX est beaucoup moins cher. Donc ça c'est plutôt cool pour SpaceX ma foi. Donc ouais, une petite news qui avait un petit rapport avec l'ouragan, donc je la mettais. Alors ça, je pense que vous avez dû tout le voir à un moment. Il y a eu... à une époque, au niveau de CSGO, je vous rappelle les skins CSGO, donc vous avez des skins sur les armes et tout ça. Il y a eu une énorme mode de paris sur CSGO, donc juste faire des paris, genre oh je parie mes 3 skins de pistolet qui valent chacun 200$. Et toi tu paries autre chose, ok. Et puis les gens parient, et puis c'est aléatoire, et puis c'est un jeu de dés, vraiment. Du coup, il y a eu une histoire par rapport à là-dessus de 2 youtubeurs, c'est T Martin et Syndicate, qui avaient en gros un site de paris
qui s'appelait CSGO Lotto. Et le truc, c'est qu'ils ont jamais dit que c'était leur site. Donc en gros, ils étaient là en mode, ils faisaient des vidéos, surtout T. Martin par exemple, qui faisait des vidéos en mode « Hey, j'ai découvert ce site-là qui est génial !» Genre « Oh, j'ai découvert ce site qui m'appartient totalement, mais bon, c'est pas grave, qui a l'air trop génial et j'ai fait un pari dessus, c'était vraiment bien, vous devriez tous aller parier dessus. » Le problème, évidemment, si vous devez vous en douter, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent ces youtubeurs et du coup, il y a des enfants qui ont fait un peu n'importe quoi avec l'argent des parents et tout ça. Et du coup, pari illégal, enfin, c'est des jeux d'argent et un mineur n'est pas censé jouer à des jeux d'argent, clairement, parce que le truc, c'est que eux, ils argumentaient que c'est des skins. C'est pas de l'argent, c'est des skins. Mais le truc, c'est que dans une de ses vidéos, T. Martin, par exemple, explique littéralement, enfin, dans un de ses tweets, il explique littéralement que tu peux vendre tes skins pour de l'argent. Donc, il a avoué que c'était en quelque sorte des paris d'argent. Et du coup, il y a un moment où quelqu'un a mis la lumière là-dessus. Je ne sais plus exactement le nom du youtubeur. Il y a d'autres youtubeurs qui ont pris ça, notamment H3 Productions, et ça a explosé. Et du coup, ils se sont fait d'abord attaquer en justice par des utilisateurs du site, mais aussi ils se sont fait avoir par le FTC, si je me souviens bien. Voilà, le FTC, qui est la société en gros de protection des consommateurs. Et du coup, là, la news un peu triste et vraiment dommage, c'est que le FTC, en gros, ne mettra pas de punition pour ces youtubeurs. Et ça, c'est... Bon, déjà, c'est... What the fuck, j'ai envie de dire. C'était clairement quelque chose d'illégal. Il y avait des enfants qui pariaient littéralement de l'argent. Et puis, ils avaient un site qui leur appartenait. Ils étaient là en mode « Ah, on a découvert ce site, il est trop génial !» Donc, ils étaient clairement en violation. Donc, je suis vraiment étonné qu'il leur soit rien arrivé déjà. Donc, je suppose qu'ils avaient des très bons avocats. Mais il faut quand même retenir que ça n'a rien à voir quand même avec l'attaque en justice des utilisateurs du site. Parce que le truc, c'est que comme eux utilisaient le site, il y a des gens qui ont dit est-ce qu'ils trafiquaient pas le site pour gagner? Du coup, il y a des gens qui ont attaqué en justice aussi pour le fait que c'était trafiqué et que certainement ils avaient perdu leur argent de manière complètement stupide ou autre chose et que c'était pas véritablement aléatoire, c'était pas un vrai jeu aléatoire. Et du coup, il y a aussi une attaque en justice là-dessus. Donc, il y a encore ça qui est en cours. Cette attaque en justice est toujours en cours. Donc ils ont en quelque sorte gagné, ces youtubeurs, contre la société de protection des consommateurs, mais ils ne sont pas encore vraiment sortis du truc. Et j'espère vraiment qu'ils vont se faire avoir par contre à l'autre truc, parce que honnêtement, je vais le dire directement, c'est dégueulasse, ok? C'est juste dégueulasse. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais notamment sur mon autre chaîne, mais je déteste les gens qui mentent pour juste profiter comme ça, sans juste... Vraiment, alors qu'on l'avait déjà vu, par exemple, T. Martin, il a plein d'argent, même Syndicate, il a une méga maison, ils ont plein d'argent, ces gens-là, et c'est juste... Je trouve ça dégueulasse, vraiment dégueulasse d'en arriver à ce point-là, surtout que c'est des enfants, quoi. C'est des enfants, quoi. C'est juste... Je déteste ça. Mentir pour se mettre par-dessus et foutre les gens dans la merde comme ça... Je n'accepte pas. Mentir pour des raisons, je veux dire, si c'était juste mentir pour vivre quelque chose comme ça, ou mentir, par exemple, je pense notamment peut-être à des gens qui auraient peur d'avouer quelque chose parce qu'ils auraient des conséquences graves pour eux, ok, mais là c'est juste, la raison de mentir est juste stupide, c'est juste pour un petit peu d'argent, enfin vous allez me dire ça fait quand même beaucoup d'argent, mais bon, c'est juste, je n'arrive pas juste à respecter quelqu'un qui fait ça, franchement. C'est juste dégueulasse. Donc, ouais. Ça m'énerve. Par exemple, là, ça m'énerve vraiment. Alors, on va passer un petit peu à de hardware. Le Core i7 8700K, je vous rappelle, le futur Seeker 12 threads de Intel, qui sera donc une nouveauté, devrait sortir apparemment le 5 octobre. Donc ça, c'était un leak qui est apparu. Il y en a qui ont regardé dans des données et qui ont pu voir qu'apparemment il y avait des informations par rapport à la date, donc notamment le 5 octobre. On l'avait dit, hein, mais la date a été avancée. Donc normalement ces processeurs-là ne devaient pas sortir tout de suite. C'est juste que Intel les a avancés. Je me demande bien pourquoi. Hein. J'ai envie de dire. Alors le truc c'est,
comme déjà beaucoup de gens l'ont dit, c'est que ces processeurs étaient déjà certainement en cours de réalisation chez Intel. Peut-être qu'ils étaient déjà finis, ou en tout cas, le gros du travail était fini. C'est juste que Intel les gardait de côté pour le moment, à mon avis, où nos ventes de Core i7 ont beaucoup diminué cette génération aussi. Ah bah tiens, la prochaine génération sort des Core i7 6 cœurs. Un petit peu comme fait à Apple, où ils font juste des petites upgrades. Ok, j'ai une petite interruption. Donc, comme je disais, il y a de fortes chances que c'était déjà préparé, que comme Apple, ils sont en mode, on fait des petites upgrades, on maintient l'intérêt évidemment du public, et puis dès qu'on a vraiment besoin de faire une upgrade parce que les gens commencent à se dire, hey, ça commence à faire longtemps là, on sort une grosse upgrade. Évidemment, je pense qu'ils n'avaient pas prévu l'arrivée de Ryzen, ça se voit clairement avec leur réaction vraiment disproportionnée par rapport à certains trucs, notamment le marketing qu'ils ont sorti une fois où littéralement ils étaient en mode ouais, AMD ils sont pas bien, regardez ils ont aucun partenaire ni rien, alors que nous on est bien, choisissez-nous. Aussi le fait que les Core i9 et tout ça sont sortis un petit peu à la va-vite, et le fait que justement Coffee Lake a été avancé, on le sait qu'ils ont été un peu rushés, il y a de fortes chances que c'est avancé l'arrivée de ces Core i7 6 cœurs pour le moyen de gamme, enfin le moyen de gamme, haut de gamme, bas haut de gamme en quelque sorte. Donc, mais après, c'est pas non plus 100% AMD qui a fait tout ça, évidemment. C'est juste que je voyais quelques fanboys Intel qui étaient en mode, en mode, ouais, Intel for the win ou je sais pas quoi. Je suis en mode, non, moi je suis en mode compétition for the win. Grâce au Ryzen, même si vous vous en foutez de AMD, vous avez ça grâce à AMD. Littéralement, vous pouvez pas le nier. Et même si vous adorez AMD, ben, vous avez des bons processeurs AMD parce que AMD a eu le feu sous les fesses pour faire quelque chose de bien. Donc tout le monde est gagnant ici. Et c'est ça qu'on attendait, justement. C'est enfin ce qu'on attendait. Des Core i7 6 cœurs sur le moyen de gamme. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que l'année prochaine, Ryzen 2 sera tellement bien que Intel sera en mode oh, ben, il faut continuer de mettre la pression et de sortir des bons trucs. Je veux que ça continue, moi. Donc, personnellement, c'est génial. Donc c'est confirmé pour le 5 octobre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Très honnêtement, je suis curieux. Hein. J'aime tout ce qui est au niveau PC, comme je vous dis. Donc je suis pas vraiment fanboy Intel, je suis pas vraiment fanboy AMD, mais je suis toujours content de voir des choses qui sont performantes et qui sont à prix raisonnable. J'espère que ce sera un prix raisonnable, on verra bien. Mais bon. On a aussi d'autres informations au niveau de la plateforme. Donc on a le Z370, le B360 et le Z390. Alors ça c'est particulier. D'habitude, Intel était plutôt en mode donc il y a plusieurs. Donc ça c'est des chipsets. C'est sur ça veut dire qu'ils utilisent tous le même socket et tout ça, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Donc notamment le Z370 sera certainement pour le overclocking. Le B360 lui c'est plutôt fait pour les plus petits Core i3 et Core i5, pour ceux qui ne veulent pas overclocker. Et puis le Z390, ça c'est un petit peu nouveau, où au final ce sera certainement du milieu haut de gamme. Donc des grosses cartes mères certainement, avec pas mal de fonctionnalités. Et on verra bien ce que ça donne. Donc il n'y a pas plus d'informations pour le moment, à part que ça arrivera. Par contre ça arrivera un peu plus tard, genre en 2018. Donc ouais, ça a l'air... Vous voyez, là, on a la carte ici, justement. Donc, on a enthousiaste. Ben, avant les enthousiastes, ils avaient le chipset Z370 pendant 2016. En 2017, c'était le Z270, comme je vous ai dit. Donc, ça, à chaque fois, ça finit par 70. Et puis maintenant, justement, pour donc, la fin 2017, ça va être le 370. Par contre, on a cette information sur ce 390 qui est... Je me demande qu'est-ce que ça va donner, en fait. Je me demande vraiment ce que ça va donner. On a aussi le H370. Ça, c'est... Donc sans overclocking, c'est juste vraiment pour ceux qui ont des plus petits Core i5 ou Core i3. Donc, à voir ce que ça donne. Peut-être que Intel, finalement, accepterait de faire une plateforme un peu plus haut de gamme sur le moyen de gamme. Je ne sais pas. On verra bien de toute manière. On a d'autres informations encore au niveau processeur, notamment au niveau des Core i9, des nouveaux Core i9. Donc, je vous rappelle les Core i9 10 qui sont donc sortis. On avait déjà vu un petit peu à quoi il ressemblait à l'intérieur, donc ça c'est l'intérieur du processeur. Ça c'est le die, donc c'est le morceau de silicium sur lequel est gravé le processeur. Il est encore protégé, il y a une couche par-dessus évidemment.
Et du coup, là, on a eu une photo de l'intérieur d'un des nouveaux Core i9, donc les plus hauts, donc les 12 à 18 cœurs, qui eux utilisent un morceau de silicium plus grand. Donc bien souvent, ce que font, j'avais déjà dit plein de fois, mais ce que font les marques, c'est ils font un processeur genre 8 cœurs, 16 cœurs par exemple, ou enfin comme AMD par exemple c'est 8 cœurs, et puis pour les modèles un peu plus bas de gamme, ben, ils prennent juste les 8 cœurs qui avaient quelques problèmes, et puis ils désactivent 2 cœurs, et puis hop, ça fait un 6 cœurs, voilà, on a fini. Donc là, notamment, le 10 cœurs, il est fait pour avoir 10 cœurs, et puis s'il a quelques cœurs qui ne fonctionnent pas, ben, ça devient un 8 cœurs, puis un 6 cœurs. Mais pour les 12 à 18 cœurs, ça utilise un nouveau silicium, un nouveau morceau de silicium, donc un nouveau processeur qui lui est à 18 cœurs. Et s'il y en a qui ne fonctionnent pas, on les désactive. Donc notamment tous les 12 cœurs, c'est des 18 cœurs castrés. Du coup, on peut voir pas mal de choses par rapport à ces processeurs, notamment qu'ils sont toujours non soudés, donc il y a de la pâte thermique. Donc ça, c'est assez décevant. Un autre truc, c'est que le die est juste massif aussi, donc c'est un énorme morceau de silicone, beaucoup plus grand que ce que vous pouvez trouver même dans un Threadripper, parce que le Threadripper c'est juste 4 petits die ensemble, donc là on parle vraiment d'un die où il y a 18 cœurs, et juste, bah, c'est massif, vraiment. C'est vraiment juste dommage pour le fait qu'ils utilisent encore une fois de la pâte thermique, donc pour ceux qui ne sauraient pas, soit vous pouvez souder un processeur, donc le capot du processeur qui est par-dessus, vous pouvez le souder. Donc ça permet d'avoir un meilleur transfert de chaleur, mais il y a quelques désavantages, notamment si le processeur passe beaucoup par beaucoup de cycles de refroidissement, chauffe, ça peut fragiliser la soudure jusqu'au moment où elle peut casser en quelque sorte. Donc c'est pour ça que c'est pas trop fait sur les petits processeurs, genre les processeurs bas de gamme. Toutefois, sur ce genre de processeur assez haut de gamme, ça devrait être fait. Clairement, ça devrait être fait, surtout que comme le processeur est plus grand, il y a moins de risques que la soudure ait des problèmes. Donc c'est un peu dommage, c'est même vraiment dommage parce que ça veut dire que le processeur sera moins bien refroidi qu'il pourrait l'être et que pour avoir les meilleures performances, il y en a qui vont le faire, ils vont l'ouvrir et changer eux-mêmes l'interface thermique. Donc ils vont mettre sûrement du liquide métal qui est, je ne sais plus exactement la composition de ça, mais c'est à peu près comme son nom l'indique, c'est du métal liquide qui donc permet d'avoir un bon transfert de chaleur et juste améliorer les performances comme ça. Donc vraiment dommage. Intel, c'est juste trop demandé de juste faire les bons choix quand même, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils gardent le moment où ils ont vraiment besoin d'améliorer les performances pour juste dire ok, on est passé à une soudure, maintenant on augmente les performances parce que le truc est bien refroidi. Je sais pas. Alors, on va passer à des news téléphone maintenant, comme ça change un petit peu, notamment au niveau de l'iPhone 8. Alors, l'iPhone 8, je parle pas trop des rumeurs de l'iPhone 8 parce que c'est loin d'être confirmé. Il y a toutefois des choses assez sûres et certaines qui vont arriver. Il y a aussi des choix au niveau design qui, évidemment, on ne sait pas encore exactement ce qu'ils vont faire. Il y a des gens qui ont récupéré des mock-ups, donc c'est juste des trucs 3D, en gros même des modèles en 3D qui pourraient être ce que ça pourrait être, hein, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que ça utilisera certainement un écran OLED, parce que l'iPhone 8 aura un écran beaucoup plus grand, et ça utilisera un écran OLED. Le problème, c'est que c'est Samsung qui contrôle la plupart des écrans OLED. LG en fait, mais c'est pas trop ça. Et du coup, ça augmenterait le prix considérablement de l'écran, parce que jusqu'à maintenant, les iPhones utilisaient des LCD. De très bons LCD, mais ça reste des LCD, ils coûtaient beaucoup moins cher. Les OLED, ça coûte plus cher, donc une chose qui pourrait arriver, c'est que le prix de l'iPhone 8 pourrait être plus important à cause de ça. Bon, en réalité, on va être très honnête, vu le prix qui coûte déjà, ils pourraient se permettre d'absorber un peu plus le coût de production en plus. Mais comme c'est Apple, à mon avis, ils vont augmenter le prix, donc on verra bien. Donc ma foi, si vous êtes fan d'Apple, je suis désolé pour vous. Vraiment, désolé. Je me souviens de l'époque, vraiment, où un iPhone, c'était genre 500 €. Yep. À une époque. 500 €, c'est déjà pas mal, hein. Il faut pas déconner, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, c'est genre beaucoup plus d'argent. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, c'est que on ne sait pas trop exactement à quoi il va ressembler. Il y a évidemment beaucoup de rumeurs là-dessus, mais moi j'attends de voir vraiment la présentation. D'ailleurs, je ne sais plus quand est la présentation officielle, c'est genre 12 septembre, voilà, qui serait présentée. Donc c'est dans 2 jours en fait. Oh la vache, c'est dans 2 jours. Oh, donc à mon avis,
On devrait voir pas mal de trucs à ce niveau-là. Donc ce sera pour la semaine prochaine, ma foi. Alors, niveau encore téléphone, ça c'est une vidéo très intéressante de Strange Parts. Donc c'est une chaîne YouTube qui a genre 2 vidéos, littéralement. La première vidéo, c'est ce mec-là qui a l'air toujours hyper heureux. Ah bah d'ailleurs, on voit la vidéo à droite où il a l'air totalement hyper heureux. Où en gros, il a fait son propre iPhone. Donc il a été en Chine, parce qu'il passe pas mal de temps en Chine apparemment, et il a été chercher plein de pièces détachées d'iPhone. Donc notamment, il a récupéré l'arrière de l'iPhone, il a récupéré genre le circuit imprimé où il y a le processeur et tout ça, il a récupéré le module de caméra, l'écran, il a juste pris toutes les pièces, il les a assemblées lui-même, et il a fait un iPhone lui-même. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. Donc sa première vidéo a eu 9 millions de vues, et là il a fait une nouvelle vidéo où en gros il a remis un jack sur l'iPhone 7. Et c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à la regarder, c'est 33 minutes, 33 minutes, en anglais, donc voilà, c'est pour ceux qui parlent anglais. Vous pouvez essayer de mettre les sous-titres auto-générés, mais bon, ce sera pas trop ça. Mais c'est très intéressant parce que il y arrive. Vous verrez. Bon, c'est peut-être un spoil, mais bon, comme le titre de la vidéo l'indique, il y est arrivé de toute manière. Et il arrive à faire un jack dans l'iPhone 7. Et c'est plutôt cool, vraiment à regarder. Une petite autre news au niveau téléphone, c'est au niveau de HTC. Je dois le savoir, HTC ne va pas trop bien ces derniers temps. Ils ont fait leur pire mois d'ailleurs, ce dernier mois. Avec, voilà. Hop, en août, ils sont encore descendus de 53,3%. La vache. Ça fait mal. Oui, ça a descendu leurs revenus ont descendu de 51,5% et le dernier mois de 54,3%. C'est juste abusé. Au final, le seul truc qui marche encore chez HTC actuellement, c'est la division qui s'occupe du HTC Vive, le casque de réalité virtuelle. Et du coup, HTC réfléchit à vendre sa division téléphone parce que c'est ce qui leur rapporte plus d'argent. Donc, c'est très triste parce que, je vous rappelle, HTC était l'un des premiers constructeurs de téléphones qui fonctionnait sous Linux. Donc, Android fonctionne sous Linux, si vous ne savez pas. Et ils étaient vraiment dans les premiers, l'un des plus grands aussi à une époque. Vraiment, HTC était énorme à l'époque. Et maintenant, c'est plus rien, quoi. Et c'est vraiment triste, mais aussi c'est de leur faute, on va être très honnête, parce que je pense qu'ils ont largement les capacités de faire mieux, c'est juste que ils le font pas, et c'est juste... Je ne comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est pas pourtant si compliqué de faire un bon téléphone, sans même... Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça coûte... Il y a les coûts de production et tout ça, et puis il faut avoir les bons outils, tout ça. Le truc, c'est que selon les téléphones qu'ils ont déjà sortis ces dernières années, ils ont clairement les capacités de les faire. C'est juste que... Je sais pas. Notamment, je rappelle, le dernier Pixel, le Google Pixel, est fait par HTC. Du coup, c'est un excellent téléphone. Du coup, j'ai juste envie de dire, ils sont capables de le faire. Et ils ne le font pas. Donc il y a pas mal de rumeurs de rachat, notamment au final que Google peut-être les rachèterait. Donc Google avait déjà racheté, si vous vous souvenez, Motorola. Ça leur avait donné un bon coup d'ailleurs, un bon coup de boost, parce que Motorola, même situation qu'HTC, ils faisaient plus des très bons téléphones. Et quand Google les a rachetés, ils sont repartis d'un coup, vraiment. Bon, maintenant ils ont un peu du mal avec Lenovo. Ils ont des très bons téléphones, mais ils ont aussi des très mauvais. Du coup, j'espère que ça va faire la même chose et j'espère que c'est Google qui rachète bien HTC et qui vont leur redonner un bon coup de boost et faire en sorte qu'ils fassent des bonnes choses. Il y a de fortes chances que Google aussi les rachète pour leur propriété intellectuelle, notamment avec Motorola, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient surtout racheté Motorola pour tous les brevets et tout ça. Tout le savoir-faire de Motorola et pas vraiment pour la marque en tant que telle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont revendus après les avoir aidés, les avoir remis sur pied, ils ont revendu. Et du coup, peut-être qu'ils vont faire ça avec HTC, on verra bien. Une chose est sûre, c'est que si c'est bien le cas, ce serait une bonne chose, je pense. Et ça devrait apporter un petit peu de renouveau à la marque. Donc ouais, on verra bien. Et oui, comme il le précise, maintenant c'est LG qui va faire le Pixel 2, donc voilà. Bon, en général, Google aime bien faire tourner les constructeurs qui s'occupent de leur téléphone, donc voilà. Alors... Galaxy Note 8, iFixit a fait un démontage du téléphone. Donc si vous ne connaissez pas iFixit, c'est un site qui démonte à peu près tout et qui regarde si c'est facilement réparable. Donc notamment, ils ont fait ça avec la Galaxy Note 8.
Donc le score de réparation, on va dire, n'est pas le meilleur, mais il est encore pas trop mal. Donc il a atteint une note de 4 sur 10. Et ils mettent par exemple ici les avantages. Donc dans les désavantages, par exemple, il faut enlever le panel de verre à l'arrière du téléphone parce qu'il y a un panel en verre à l'arrière. Donc ça c'est embêtant parce qu'il y a pas mal d'adhésifs qui le tient en place. Et pour retirer l'écran, ça requiert de retirer apparemment... Oui, ça requiert de retirer le panel de verre à l'arrière aussi. Donc c'est assez embêtant ça. Et il y avait aussi... la batterie peut être remplacée, mais il y a de l'adhésif très puissant sur l'arrière du panel qui le rend juste trop compliqué pour rien du tout. Donc en gros, ils ont mis de la colle extra forte pour coller la batterie sans aucune raison. Et ça, c'est stupide. Donc iFixit en général n'aime pas la colle parce que la colle, c'est le truc facile. C'est genre, on a besoin d'assembler ça. On pourrait mettre des vis, mais on va mettre de la colle parce que c'est beaucoup plus facile et c'est plus rapide. Et voilà. Mais la colle, évidemment, ça n'aide pas si vous voulez réparer votre téléphone. Donc là, on voit aussi le circuit imprimé du Galaxy Note 8. Donc, l'air de rien, on s'en rend pas compte, mais le circuit imprimé, donc là où il y a tout la partie fonctionnelle d'un téléphone, n'est pas si grosse. Donc là, c'est le Galaxy Note 8, là, sans l'écran, quoi. Donc là, on le voit ici dans le téléphone. Et là, on peut voir, c'est ça qui est bien, ils mettent par couleur, vous pouvez voir ce que c'est. Donc notamment, là, on voit les 6 Go de RAM, ici. Là, on voit les 64 Go de stockage. Donc, c'est marrant, les 6 Go de RAM sont aussi gros que les 64 Go de stockage. On voit un truc audio. Je me demande où est le processeur là-dessus. Je pense qu'il est peut-être... Oui, il est de l'autre côté. Voilà. Où est-ce qu'il est, Oh, où est-ce qu'il est? Il l'indique pas ou quoi? Oh, c'est étonnant, ça. Ou alors, peut-être que... Non, il devrait être noté quelque part. Oh, c'est étonnant. Je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. Certainement. Ça doit être l'une de ces puces-là, mais il ne l'indique pas vraiment. Là, on a Qualcomm, mais il n'y a aucun truc qui parle vraiment de processeur. Donc, ouais, je suis assez étonné de ne pas le voir plus facilement que ça, mais bon. Surtout que c'est assez grand, les processeurs, donc on devrait le voir facilement. Mais non, je ne le vois pas. Bon, il est quelque part, ok? Il est quelque part. On a aussi les 2 caméras ici. Donc c'est assez intéressant si vous voulez voir l'intérieur d'un téléphone. Il y avait d'ailleurs d'autres youtubeurs qui s'étaient amusés à... Vous pouvez le faire sur les téléphones Samsung et tous les téléphones qui ont un arrière en verre, ce que vous pouvez faire en fait, c'est que l'arrière en verre, il est pas transparent parce qu'en fait, ils mettent quelque chose sur l'intérieur du verre pour le rendre non transparent. Mais vous pouvez enlever ce quelque chose assez facilement, en fait même. Enfin, assez facilement. Vous pouvez l'enlever en tout cas et juste rendre le verre à nouveau transparent et voir l'intérieur du téléphone. Donc le téléphone est toujours le même, c'est juste que le panel arrière n'est plus là et c'est assez intéressant et il y a des vidéos de Jerry Rig là-dessus que je vous inviterai à voir où vous pouvez le voir justement démonter un Galaxy Note 7 et faire ça. Donc ouais, c'est très intéressant. Enfin, des petites news au niveau un petit peu encore boîtier parce que je trouvais ça intéressant. Notamment le Cosmos 7, il y a plus d'images officielles qui sont sorties. J'adore vraiment ce boîtier. Je l'achèterai jamais par contre parce qu'il va coûter 500 boules, mais bon. Mais il est magnifique. Et c'est tout ce que je voulais dire. Vraiment magnifique. Mais il est trop gros aussi. J'en ai marre moi des boîtiers trop gros. J'avais un boîtier assez gros avant. Je suis passé à un moyen tour et je pense que je vais rester dans les moyens tours parce que ça c'est des full tours. Je peux vous dire, si vous vous mettez dans les PC, c'est génial pour travailler dedans. Il y a plein de place, c'est génial. Mais alors, si vous voulez juste le transporter, ça devient horrible. Ça devient vraiment horrible. Et si vous voulez le caser quelque part, c'est aussi horrible parce qu'il prend de la place. Donc ouais, restez sur des moyens tours, c'est largement suffisant. Et là, il y avait d'autres images qui dataient d'un petit peu plus... voilà, quelques temps, où on le voit mieux. On voit mieux ses fonctionnalités. Donc ouais, je l'aime bien, mais bon, je ne l'achèterai jamais, c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, vous avez dû voir la vidéo sur mon projet de water cooling. Je pense que j'ai à peu près choisi le boîtier, donc si vous avez des avis là-dessus, mais je pense que je vais prendre le Cooler Master Case Pro 5, oui, ce nom, quoi, je te jure, qui est vraiment pas trop mal, assez sobre, voilà, juste tranquille. Vous pouvez, d'ailleurs, on peut acheter un panel en tempered glass sur le côté, donc je le ferai certainement dans le futur. On peut aussi acheter un bracket pour mettre le GPU dans l'autre sens, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc je pense que je ferai ces deux trucs là parce que c'est pas comme si j'avais vraiment des choses à mettre
dans les slots PCI, moi, de mon côté. J'ai pas de carte FI ou autre chose, juste la carte graphique à cet endroit. Il a ce qu'il faut, comme il faut, vraiment, il est suffisant. C'est pas forcément le meilleur ou autre chose, mais il a une bonne ventilation, il est classe, il est modulaire, ça c'est très important. On peut démonter à peu près tout ce qu'on veut, le remonter comme on veut, notamment par exemple, là, vous voyez ici, il y a 2 B pour des lecteurs optiques, donc lecteurs CD, DVD. On peut les enlever, donc moi je les enlèverai certainement. Donc il est juste, il est assez bon en fait. Et je l'aimerais bien en réalité. Il y a juste un truc que je dois vérifier, c'est si on peut caser un radiateur de 280 mm en haut. Et que ça passe avec la carte mère. Je ne sais pas. Je l'espère. Mais je ne sais pas. On verra bien, ma foi. Normalement, je dirais que oui. Si on met les ventilateurs au-dessus du radiateur, je pense que ça devrait passer quoi qu'il arrive. Mais bon, je pense que je vais aller vérifier avec EK. Parce que je prendrai certainement un radiateur EK. Donc je vais leur envoyer un petit mail en mode hey, ça passerait dans Color Master ou pas du tout. Genre, vous avez des gens qui ont testé ou je ne sais quoi. Donc ouais, si vous avez des avis là-dessus, je suis preneur. En tout cas, moi, ça me semble être le boîtier le plus adapté selon mon utilisation. En plus, on peut... Vous voyez ce trou-là? C'est une poignée, en fait. Vous pouvez le prendre et c'est facile de le prendre. Et ça, c'est génial. Il a un autre truc génial aussi. C'est qu'on peut facilement... Donc, il y a des petits trous sur le côté, on le voit mal. Là, on voit les trous ici. Vous pouvez monter facilement un réservoir. Et du coup, ce que je pourrais avoir, c'est avoir le réservoir ici avec la pompe là. Un radiateur de 280 mm à l'avant, parce qu'on ne peut pas mettre vraiment plus grand, parce que ce serait trop gros. Un ventilateur tout seul ici, à mon avis, ce que je ferais, c'est que j'aurais un tube avec un module en T, et avoir un tube qui descend dans le partie en dessous ici, qui me sert à vider l'entièreté du water cooling pour la maintenance. Et ça, ce serait vraiment cool, parce que tous les gens qui font du water cooling vous le disent, avoir juste ce genre de truc pour vider facilement le water cooling pour la maintenance, c'est génial. Donc si je peux l'avoir, je l'ai. Et c'est un des seuls boîtiers où je voyais vraiment si on pouvait le faire. Oh ok, j'ai plus de batterie sur la caméra, donc on va dire que c'est fini. Merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tech Sama Show. Je vous dis salut à tous.